sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de Parole de Pro, nouveau format proposé par le Cariforef Occitanie. Parole de Pro donne la parole aux professionnels pour présenter des projets, des expérimentations et actions innovantes pour mieux appréhender les nouveaux enjeux de la formation qui ont transformé de manière significative l'écosystème de la formation. Cette collection de visioconférences flash, donc 30 minutes, permet de découvrir des initiatives innovantes, des bonnes pratiques menées en Occitanie et de proposer un autre regard sur vos pratiques. Alors aujourd'hui, c'est Thibaut Guibon, directeur adjoint de la formation et des parcours professionnels au sein de la région Occitanie, qui va témoigner et nous présenter le programme Innove Emploi, modernisation de l'appareil de formation. Bonjour Thibaut Guibon. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous en quelques mots nous dévoiler l'ambition de la région sur le volet formation? Alors sur la formation, donc la région, évidemment, comme toutes les régions de France, a une compétence forte sur la formation des demandeurs d'emploi. C'est vraiment la compétence que nous avons développée depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Sur ce champ-là, la volonté, c'est évidemment de s'adresser prioritairement au public éloigné de l'emploi par différents dispositifs qui composent notre plan régional de formation que nous venons de renouveler en ce début d'année 2023. Donc ce programme, c'est un programme qui est de 200 millions d'euros par an. On finance plus de 40 000 places de formation chaque année pour les demandeurs d'emploi de l'Occitanie. Et donc notre objectif, c'est à la fois d'une part de permettre au public éloigné de l'emploi de se raccrocher vers l'insertion professionnelle, mais aussi bien entendu d'amener le public vers une qualification professionnelle et une certification lui permettant, in fine, bien sûr, une insertion professionnelle. C'est bien notre volonté euh, collective d'aller vers cette insertion professionnelle. Merci. Maintenant, pouvez-vous nous présenter bien globalement le programme, son origine, ses objectifs et ses thématiques? Oui, bien sûr. Alors, donc, le programme s'appelle Innove Emploi Modernisation. Ce programme est né de nos réflexions dans la mise en place du plan régional d'investissement dans les compétences en 2019, puisque dans le cadre de ce plan régional, l'État venait injecter des moyens supplémentaires auprès des conseils régionaux afin de développer des places supplémentaires dans le PRF, mais aussi de développer l'innovation et la modernisation de l'appareil de formation. Donc nous avions déjà dans nos tiroirs des idées pour améliorer et faire évoluer les pratiques des formations auprès des organismes de formation de l'Occitanie, mais nous n'avions pas les moyens de nos ambitions jusqu'à présent, et avec le plan d'investissement dans les compétences, nous avons pu avoir ces moyens et donc se lancer dans cette démarche. Donc le programme, il repose sur deux piliers. Le premier, ce sont des prestataires de formation que nous avons retenus par marché public, qui sont à la fois experts de questions de digitalisation de la formation, mais aussi d'innovation pédagogique. Donc c'est important de bien souligner que ce sont ces deux aspects-là qui sont attendus par la région. Nous ne souhaitions pas aller uniquement vers des formations d'amélioration des contenus digitaux, par exemple. Donc ce double aspect et cette double compétence attendue a fait que des structures se sont positionnées soit seules, mais la plupart du temps en groupement pour pouvoir rassembler ces multi-compétences. Et nous avons retenu 4 opérateurs qui interviennent dans les organismes de formation pour les aider à franchir cette étape de ce qu'on a appelé de modernisation de leur offre de formation. Donc ça, c'est le premier pilier. Et le second pilier, ce sont bien sûr les organismes de formation qui souhaitent aller de l'avant et profiter de ce programme pour favoriser le développement des compétences des formateurs, étoffer leur offre de formation, moderniser leurs pratiques, c'est-à-dire aller vers l'innovation pédagogique. Voilà, donc c'est autour de ces deux piliers que s'articule le dispositif. Dispositif qui assoit aussi la volonté politique de la région Occitanie d'être une région leader sur le soutien à l'innovation, puisque nous étions en début d'année 2020, quand nous avons lancé ce programme, les seuls en France à proposer ce type de programme sur en plus une vision assez large, comme je le disais, à la fois l'innovation et la digitalisation. Que cela se concrétise, cette volonté, par la mise en place d'appels à manifestation d'intérêt auprès des organismes de formation. Les organismes de formation devaient nous proposer un pré-projet
d'innovation qui servira de base aux prestataires de formation dont je parlais précédemment pour intervenir dans ces organismes de formation. Donc, le premier appel à manifestation d'intérêt a été lancé en février 2020, donc quelques semaines avant le premier confinement Covid, qui a un peu freiné, je l'avoue, le développement du dispositif, puisqu'on avait l'ambition de le débuter en mai, et finalement, on a pu le débuter qu'en septembre, puisque nous avons voilà, un décalage dans le temps lié à ce confinement. Et donc, nous avons eu dans un premier temps 80 organismes de formation qui ont déposé ce pré-projet autour de 3 thématiques. Une thématique qui est l'évolution de la posture du formateur, une deuxième thématique sur la digitalisation des formations, et une troisième thématique sur l'attractivité des formations et l'innovation pédagogique. Bon, 70% des dossiers que nous avons reçus sont des dossiers qui mêlaient les 3 thématiques, puisque c'était permis de cumuler les thématiques, et avaient pour ambition de véritablement constituer un projet de développement global d'un organisme de formation, porté par la direction de l'organisme, etc. Donc ça, évidemment, là pour le coup, le Covid nous a donné un petit coup de pouce sur l'ambition que les structures de formation allaient donner à ce programme, dans la mesure où ils ont été directement confrontés à des difficultés de distanciation dans la relation avec les stagiaires pendant le Covid. Donc ils se sont emparés du dispositif pour pallier aux carences qui ont été constatées pendant ce premier confinement. Donc là, véritablement, nous avions, et nous ne nous attendions pas à ça initialement, des projets extrêmement ambitieux en termes de contenu. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous détailler des exemples types de projets innovants soutenus par la région et nous dire concrètement, avec des exemples terrain, comment l'accompagnement s'est mis en place? Oui. Vous dire d'abord qu'aujourd'hui, donc nous en sommes à notre 5e appel à manifestation d'intérêt, et nous allons arriver à peu près à 280 organismes de formation suivis dans le cadre de ce programme. Donc on a de la matière, nous en avons, des projets déposés, nous en avons pas mal également. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'au niveau des services du conseil régional, nous assistons très régulièrement à des bilans d'action, puisque l'accompagnement qui est effectué par les prestataires dure jusqu'à 1 an. Voilà, donc, et 60 jours d'intervention, c'est ça que finance la région, les jours d'intervention des prestataires au sein des organismes de formation. Donc nous avons assisté à un certain nombre de bilans, et ceux qui ont pu bénéficier du premier appel à manifestation d'intérêt, leurs actions se sont clôturées en fin d'année 2021 à peu près. Donc nous avons aujourd'hui une centaine de dossiers terminés qui sont assez variés. Le point commun entre beaucoup de ces dossiers, je dirais autour de 80% de ces dossiers, c'est qu'ils se sont servis du dispositif pour se mettre le pied à l'étrier sur tout ce qui concerne la digitalisation des formations. Clairement, les organismes de formation n'étaient pas préparés à la formation à distance, ou en tout cas une toute petite partie de leurs équipes l'était, mais certainement pas la globalité. Et donc le dispositif de modernisation a permis aux organismes de formation, donc ça c'est un premier enseignement, de doubler leur offre digitale déjà. Ils étaient autour de 17-18% d'offres digitalisées au moment de leur réponse à l'appel à la manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, ils sont quasiment à 40%, pour certains au-delà, de leur offre digitalisée. Donc, la conséquence pour ces organismes, bien sûr, c'est d'une part d'être en capacité de répondre à des marchés différents, de se positionner sur des marchés, par exemple, qui souhaitent aller sur davantage de blended learning avec des taux de formation digitalisée et distanciée plus importants, comme l'est d'ailleurs notre programme régional de formation en 2023, puisque les organismes peuvent nous proposer jusqu'à 50% de distanciel, et se positionner pour certains aussi sur les offres 100% à distance qui ont tendance à se développer aujourd'hui. Il y a eu un marché Pôle emploi qui a été lancé en 2020. La région elle-même propose des marchés 100% distanciels aujourd'hui. Donc là aussi, c'est stratégique pour les organismes de formation de pouvoir étendre leur capacité d'intervention, et également de pouvoir répondre à des marchés en dehors de l'Occitanie, puisque le présentiel n'étant plus la règle absolue,
ils peuvent aller concurrencer des organismes nationaux ou internationaux sur d'autres types de marchés. Donc ça, c'est important de le signaler. Plus concrètement, vous dire aussi que nous avons invité nos partenaires qui suivent ce dispositif, donc l'État, les prescripteurs, les grands représentants du monde de la formation professionnelle par des fédérations ou des grands réseaux, à ce qu'on a appelé un comité stratégique il y a un mois à peu près, dans un organisme de formation situé à Albi, qui avait poussé la démarche de sa réponse à l'appel à manifestation d'intérêt en, en poussant jusqu'à travailler sur l'organisation même des locaux, du mobilier, pour mettre en place ce qu'ils avaient développé dans le cadre de l'AMI. Donc je m'explique. Aujourd'hui, la volonté aussi à travers ce programme, c'est d'accentuer l'effort des organismes de formation sur l'individualisation des parcours. Aujourd'hui, avec des contenus sur étagères différenciés, avec des modalités pédagogiques variées, on peut aller plus loin sur l'individualisation, ce qui a une conséquence, bien entendu, sur l'organisation des salles de cours. Aujourd'hui, une salle de formation, telle qu'elle existe aujourd'hui, ou telle qu'elle existera demain, n'aura plus rien à voir avec une salle de formation telle qu'elle existait il y a 10 ans. Le formateur n'est plus celui qui diffuse, l'unique diffuseur du savoir, placé devant des élèves type classe scolaire, avec un tableau derrière, etc. Alors, ça a l'air un peu schématique comme ça, ou en tout cas caricatural, mais je vous assure que ça existait encore il y a quelques années dans les programmes de formation continue. Demain, le formateur sera un accompagnateur, d'où la thématique de changement de posture du formateur que nous avons tenu à intégrer dans le programme. Et d'ailleurs, ce changement de posture, il n'est pas sans crainte, il ne se fait pas sans crainte des formateurs. La plupart des dossiers que nous avons suivis, la réaction initiale des formateurs et des enseignants, c'est plutôt une méfiance par rapport à ces nouvelles techniques qui sont apportées par les prestataires. Une méfiance car crainte d'être dessaisi du contenu, de sa pédagogie, de ce qu'il amène aux stagiaires. Et finalement, après quelques séances, un mois, 2 mois, une première mise en application, ces craintes s'estompent au fur et à mesure, les barrières tombent, et finalement, quand on arrive en fin du dossier, on est à 95%, 93% de satisfaction globale de la part des formateurs sur l'apport des prestataires sur cette question du changement de posture. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ça a un impact fort sur véritablement le rôle du formateur dans nos formations. Donc là, on est plutôt satisfait, nous, de cet état de cette constatation, dans la mesure où véritablement l'individualisation, ça fait 15 ans que je suis à la région et qu'on le prône dans tous nos cahiers des charges. Et enfin, j'ai le sentiment que nous allons véritablement sur ce que nous avions en tête déjà depuis quelques années, c'est-à-dire véritablement des parcours personnalisés, stagiaire par stagiaire, dans une même salle de formation. Tous les stagiaires pourraient avoir, si on pousse le trait, des parcours complètement différents. C'est absolument ce qui est recherché aujourd'hui par les publics, qui ont évolué également, et qui ont le sentiment, qui n'ont plus la volonté entre guillemets, perdre du temps en formation, et donc ils veulent absolument avoir quelque chose adapté à leurs besoins et qui puisse être mis en œuvre de la façon la plus pertinente possible. Voilà. C'est ça l'idée que nous avons autour de ce dispositif. En termes d'exemples concrets, je peux vous dire aussi qu'on a plusieurs types de dossiers qui nous sont arrivés. Soit des organismes, alors on a tout type d'organismes, hein, véritablement, des organismes qui sont à 2 personnes, voire une personne, qui donc là agissent, puisque, oui, j'ai oublié de vous préciser quelque chose, c'est que ce dispositif n'est pas dédié uniquement aux organismes de formation qui travaillent avec le conseil régional, mais on l'a ouvert à tous les organismes de l'Occitanie. Oui, je tenais à le préciser également. Donc des organismes de toute petite taille ou des grands groupes comme le réseau des chambres des métiers qui a déposé un projet régionalisé avec un chef de projet et 13 sites qui étaient associés. Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles en termes
de public touché, puisque sur ce dossier-là, par exemple, on était à 150 formateurs qui étaient intégrés au projet. Voilà. Donc là aussi, on a demandé, nous, aux prestataires qu'on a avons retenu une grande capacité d'adaptation, puisque c'est évidemment une complexité différente entre les deux dossiers. Voilà. Sur l'impact, au-delà de ceux que j'ai déjà signalés, ce dont on se rend compte, c'est que pour que ce type de dossier puisse avoir une chance de réussir, il faut d'une part que les directions des organismes de formation soient réellement impliquées dans le projet. C'est vraiment ça un signe une condition de réussite importante. Que ce dispositif devienne vraiment un projet de structure et non pas de venir faire plaisir à la région en se positionnant sur un dispositif qui peut financer. Ce n'est pas ça l'idée. Vraiment, on est là au service des organismes de formation et ce programme a vraiment été, dans la plupart du temps, utilisé de cette façon. Donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. La deuxième chose, le deuxième critère indispensable de réussite, c'est la stabilité de l'équipe. Et là, évidemment, on se heurte à une véritable difficulté dans la mesure où nous savons que le monde de la formation est sujet à de multiples turnovers dans les organismes. Et donc, nous avons été confrontés à un certain nombre de dossiers où le chef de projet est parti en cours de route. Et là, c'est vrai que c'est très compliqué de relancer la machine derrière, de recruter une autre personne, qu'elle s'approprie ce qui a été développé, qu'elle continue à le développer. Pour quelques dossiers, nous avons même dû interrompre le parcours au bout de quelques temps, car on n'avait pas réussi à redonner le souffle nécessaire à, au projet. Donc ça a concerné sur 280 dossiers, une quinzaine de dossiers à peu près. Alors justement, pour poursuivre, est-ce que vous pouvez nous donner, vous en avez déjà donné, mais un peu le bilan aujourd'hui du programme ou un point d'étape, parce que le programme est en cours? Alors le programme est en cours, mais on est quand même sur la fin, dans la mesure où il s'achève à la fin de l'année 2023. On autorisera les organismes à terminer leur accompagnement jusqu'à juin-juillet 2024. Donc là, on est vraiment sur la dernière phase de ce dispositif. En termes de bilan, donc, comme je le disais, cet accompagnement a permis à mettre le pied à l'étrier aux organismes de formation, faire prendre conscience aux équipes pédagogiques que ce n'était pas une mauvaise chose de s'engager dans ce type de programme. Maintenant, la plupart des organismes de formation qui nous ont rejoints n'en sont qu'à cette première étape. Donc là, il est nécessaire d'aller plus loin. On s'inscrit dans une démarche de long terme quand même avec cette histoire-là, puisque comme je le disais, on est passé de 20 à 40% en gros de formation digitalisée. Ça signifie qu'il y a encore 60% de formation derrière à digitaliser. Donc là, euh, évidemment, les organismes là, vont s'en emparer et sont en train de s'en emparer. Un, pour se servir de l'expérience qu'ils ont eue et donc que les formateurs qui ont bénéficié de cet accompagnement puissent essaimer auprès de leurs collègues pour pouvoir continuer à développer ce qu'ils ont appris donc en devenant eux-mêmes diffuseurs. Donc ça, c'est important. Nous insistons, nous, fortement, et de plus en plus d'ailleurs, plus le dispositif avance, sur cette étape-là. C'est-à-dire que quelle est la stratégie de l'organisme de formation après la fin de l'accompagnement pour pouvoir continuer à diffuser ces pratiques-là au sein de l'organisme. Donc là vraiment, c'est un point crucial de l'étude des dossiers que nous avons aujourd'hui. Donc, le bilan, c'est aujourd'hui, donc, la démarche est lancée et elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on voit dans les organismes que ça continue à se développer. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et aussi, la deuxième chose, c'est que continuer à se développer, ça signifie donc plus de formateurs mobilisés, plus d'actions de formation qui font l'objet de cette refonte, mais aussi se saisir de nouvelles techniques. Nous constatons, certains organismes ont déposé un deuxième appel à manifestation d'intérêt, donc ils ont eu un accompagnement après une période de latence de quelques mois, ils sont revenus pour continuer à développer. Donc là, nous demandions, nous, qu'il y ait un nouveau projet qui soit déposé, et ce nouveau projet faisait apparaître
l'utilisation de techniques d'immersion virtuelle, de techniques de mise en place d'intelligence artificielle dans les formations, euh, de développement de serious game de plus en plus. Enfin, voilà. On voit qu'au-delà de la première étape sur l'assimilation par le formateur de ces nouvelles techniques, il y a une volonté d'aller plus loin et de continuer à développer ces nouvelles pratiques. Donc là, il est un peu tôt encore pour en tirer les enseignements parce que les accompagnements sont actuellement en cours sur ce volet-là, mais on voit bien au-delà de cette première étape, d'autres vont suivre. Alors, ce ne sera plus avec la région, mais il y a d'autres systèmes qui se mettent en place avec les OPCO notamment, avec lesquels nous travaillons sur ce sujet-là, qui puissent prendre le relais auprès des organismes de formation. Dans les exemples que, je devais vous donner, j'ai oublié de vous mentionner aussi qu'on avait des parcours assez intéressants aussi avec les universités. Les universités ont un peu tardé, ils ne sont pas venus tout de suite vers nous, mais dès la MI 2 et la MI 3, ils ont déposé des dossiers, notamment un que je trouvais particulièrement intéressant sur les diplômes d'accès aux études universitaires, les DAEU, avec une volonté là aussi progressivement d'intégrer des cours distanciels et donc de digitalisation de la formation. Et là, on se confrontait à des difficultés particulières, puisque le monde universitaire est particulier dans la formation continue, et notamment sur le fait de pouvoir permettre aux enseignants de consacrer du temps à ces développements-là, parce que c'est extrêmement chronophage, hein, il faut le savoir, de développer des actions en distanciel, c'est particulièrement long, pour certains fastidieux, alors ça tout dépend des outils qui sont développés, mais on a été confronté à des enseignants particulièrement motivés, qui ont à la fois été force sur le développement de leur propre programme, mais aussi des ambassadeurs remarquables en direction de leurs collègues. Et là aussi, j'ai le sentiment que nous allons vers des étapes supplémentaires au-delà de notre accompagnement aujourd'hui de ces structures vers ce type de développement. Donc, là aussi, plutôt une belle satisfaction par rapport à ça. Et pour terminer, justement, est-ce que vous pouvez nous donner les perspectives du programme? Mhm. Donc les perspectives, comme je le disais, la forme actuelle va s'arrêter dans un an à peu près, euh, avec la fin du plan régional d'investissement dans les compétences. Euh, Nous discutons actuellement avec les services de l'État sur un volet 2 du plan d'investissement dans les compétences. Ça va se décider vraiment dans les toutes prochaines semaines. Notre volonté au niveau de la région, mais même des régions, puisque je sors d'une réunion avec Région de France qui a abordé ce sujet, c'est de préserver dans ces programmes un volet innovation. C'est véritablement important pour nous, puisque beaucoup de régions ont développé le même type de programme que ce que je viens de vous présenter, avec des ambitions un peu différentes, puisque nous avions vraiment fait le choix d'injecter beaucoup de moyens dans ce programme-là, donc 60 jours d'accompagnement, comme je le disais, un diagnostic systématique pour étudier la faisabilité du projet déposé. Les autres régions sont plutôt autour de 25 à 30 jours d'accompagnement, donc on voit qu'il y a une différence importante. Mais voilà, toutes les régions sont convaincues que cette démarche doit être prolongée. Donc nous aussi, bien entendu. Ça ne pourra certainement pas se faire sous la même forme parce que les moyens injectés par l'État seront différents et puis que nous devons aussi faire évoluer ce programme. Mais nous souhaitons, et je le souhaite, être toujours en pointe sur ce sujet-là. Et donc nous allons voir comment nous pouvons faire évoluer notre place et enfin, pas notre place, mais notre accompagnement des organismes de formation, parce que notre place, on souhaite qu'elle soit toujours centrale sur ces sujets-là. Donc, pour y parvenir, nous allons nous appuyer aussi sur un autre volet de ce programme dont je n'ai pas encore parlé, qu'on a appelé, nous, la mission 3, et donc une mission de capitalisation de ce qui a été développé pendant ces 4 années de ce programme. Cette capitalisation, elle passe aujourd'hui par la réalisation de ce qu'on a appelé euh, des livrables qui sont donc mis à disposition à la fois des équipes qui n'ont pas eu la chance d'avoir les accompagnements,
dans des organismes qui n'ont pas forcément déposé de projet, ou ceux qui ont déposé des projets pour des formateurs qui n'ont pas bénéficié de, de, de cet accompagnement parce que leur secteur d'activité n'était pas concerné dans le projet, par exemple. Donc nous souhaitons leur mettre à disposition une cinquantaine d'outils. Aujourd'hui, on en a 20 qui sont disponibles. On continue les développements tout au long de l'année. Une cinquantaine d'outils afin de leur permettre, en autonomie totale ou relative, de pouvoir développer des compétences pour leur permettre d'aller dans cette démarche de modernisation. Donc aujourd'hui, ces livrables sont disponibles sur le site du Carrefour Occitanie. Nous souhaitons demain créer même une plateforme dédiée sur cette thématique-là, avec une volonté de progression pédagogique, éventuellement d'open badge. Enfin voilà, on est en train d'y réfléchir fortement là-dessus, mais on s'appuiera très certainement sur ce programme-là, qui prend une belle envolée en cette année 2023, afin de se positionner auprès de l'État pour poursuivre ce que nous avons entamé par ce programme. Merci Thibaut Guivon d'avoir partagé ce témoignage. Retrouvez tous les replays de Paroles de Pro et bien plus encore sur notre site internet cariforefoccitanie.fr et on se donne rendez-vous pour le prochain témoignage dans le cadre de Paroles de Pro. À bientôt. Merci, au revoir.